Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture des 3 contes de Gustave Flaubert et donc là le 3e et dernier conte, Hérodias. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou bien sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je reprends ma lecture et je vous souhaite une excellente nuit. L'inanité de ses embûches exaspérait Hérodias. D'ailleurs, pourquoi sa guerre contre elle? Quel intérêt le poussait? Ses discours criés à des foules s'étaient répandus, circulés. Elle les entendait partout. Ils emplissaient l'air. Contre des légions, elle aurait eu de la bravoure. Mais cette force plus pernicieuse que les glaives, et qu'on ne pouvait saisir, était stupéfiante. Et elle parcourait la terrasse, blêmie par sa colère, manquant de mots pour exprimer ce qui l'étouffait. Elle songeait aussi que le tétrarque, cédant à l'opinion, s'aviserait peut-être de le répudier. Alors tout serait perdu. Depuis son enfance, elle nourrissait le rêve d'un grand empire. C'était pour y atteindre que, délaissant son premier époux, elle s'était jointe à celui-là, qui l'avait dupée, pensait-elle. « J'ai pris un bon soutien en entrant dans ta famille. »« Elle vaut la tienne, » dit simplement le tétrarque. Hérodias sentit bouillonner dans ses veines le sang des prêtres et des rois des aïeux. « Mais ton grand-père balayait le temple d'Ascalon. Les autres étaient bergers, bandits, conducteurs de caravanes, une horde tributaire de Juda depuis le roi David. Tous mes ancêtres ont battu les tiens. Le premier des Maccabis vous a chassé d'Hébron, Hircan forcé à vous circoncire. Et exhalant le mépris de la patricienne pour le plébéien, la haine de Jacob contre Édom, elle lui reprocha son indifférence aux outrages, sa mollesse envers les pharisiens qui le trahissaient, sa lâcheté pour le peuple qui la détestait. Tu es comme lui, avoue-le, et tu regrettes la fille arabe qui danse autour des pierres. Reprends-la, va-t'en vivre avec elle dans sa maison de toile. Dévore son pain cuit sous la cendre. Avale le lait caillé de ses brebis, baise ses joues bleues et oublie-moi. Le tétrarque n'écoutait plus. Il regardait la plateforme d'une maison où il y avait une jeune fille et une vieille femme tenant un parasol à manches de roseau long comme la ligne d'un pêcheur. Au milieu du tapis, un grand panier de voyage restait ouvert. Des ceintures, des voiles, des pendeloques en débordaient confusément. La jeune fille, par intervalles, se penchait vers ces choses et les secouait à l'air. Elle était vêtue comme les Romaines d'une tunique calamistrée, avec un péplum à gland d'émeraude, et des lanières bleues enfermaient sa chevelure trop lourde, sans doute car, de temps à autre, elle y portait la main. L'ombre du parasol se promenait au-dessous d'elle. En la cachant à demi, Antipas aperçut 2 ou 3 fois son col délicat. L'angle d'un œil, le coin d'une petite bouche, mais il voyait des hanches à la nuque, toute sa taille qui s'inclinait pour se redresser d'une manière élastique. Il épiait le retour de ce mouvement et sa respiration devenait plus forte. Des flammes s'allumaient dans ses yeux. Hérodias l'observait. Il demanda « Qui est-ce » Elle répondit n'en rien savoir et s'en alla soudainement apaisée. Le tétrarque était attendu sous les portiques par des Galiléens. Le maître des Écritures, le chef des pâturages, l'administrateur des salines et un juif de Babylone. Commandant ses cavaliers. Tous le saluèrent d'une acclamation. Puis, il disparut vers les chambres intérieures. Phanuel surgit à l'angle d'un couloir. « Ah encore, tu viens pour Iochanan ?»« Je suppose. Et pour toi, j'ai à t'apprendre une chose considérable. » Et sans quitter Antipas, il pénétra derrière lui dans un appartement obscur. Le jour tombait par un grillage, se développant tout du long sous la corniche.
Les murailles étaient peintes d'une couleur grenade, presque noire. Dans le fond, s'étalait un lit d'ébène avec des sangles en peau de bœuf. Un bouclier d'or au-dessus luisait comme un soleil. Antipas traversa toute la salle, se coucha sur le lit. Phanuel était debout, il leva son bras et dans une attitude inspirée. Le Très-Haut envoie par moments un de ses fils, Iochanan en est un. Si tu l'opprimes, tu seras châtié. C'est lui qui me persécute, s'écria Antipas. Il a voulu de moi une action impossible. Depuis ce temps-là, il me déchire. Et je n'étais pas dur au commencement. Il a même des péchés de Maquerousse des hommes qui bouleversent mes provinces. Malheur à sa vie, puisqu'il m'attaque, je me défends. Ses colères ont trop de violence, répliqua Phanuel. N'importe, il faut le délivrer. On ne relâche pas les bêtes furieuses, dit le tétrarque. Ne t'inquiète plus. Il ira chez les Arabes, les Gaulois, les Scythes. Son œuvre doit s'étendre jusqu'au bout de la terre. Antipas semblait perdu dans une vision. Sa puissance est forte. Malgré moi, je l'aime. Alors qu'il soit libre, le tétrarque hocha la tête. Il craignait Hérodias, Manéi et l'inconnu. Phanuel tâcha de le persuader, en alléguant pour garantie de ses projets la soumission des Esséniens au roi. On respectait ces hommes pauvres, indomptables par les supplices, vêtus de lin, et qui lisaient l'avenir dans les étoiles. Antipas se rappela un mot de lui, tout à l'heure. Quelle est cette chose que tu m'annonçais comme importante ? Un nègre survint. Son corps était blanc de poussière, il râlait et ne put que dire. Vitellius ? Comment, il arrive ? Je l'ai vu avant 3 heures, il est ici. Les portières des corridors furent agitées comme par le vent. Une rumeur emplit le château, un vacarme de gens qui couraient de meubles, qu'on traînait, d'argenterie s'écroulant et du haut des tours, des bucs sonnaient pour avertir les esclaves dispersés. Chapitre 2. Les remparts étaient couverts de monde quand Vitellius entra dans la cour. Il s'appuyait sur le bras de son interprète, suivi d'une grande litière rouge, ornée de panaches et de miroirs, ayant la tauge de l'actiglave, les brodequins d'un consul et des licteurs autour de sa personne. Ils plantèrent contre la porte leurs 12 faisceaux, des baguettes reliées par une courroie, avec une hache dans le milieu. Alors, tous frémirent devant la majesté du peuple romain. La litière que 8 hommes manœuvraient s'arrêta. Il en sortit un adolescent, le ventre gros, la face bourgeonnée, des perles le long des doigts. On lui offrit une coupe pleine de vin et d'aromates. Il la but et en réclama une seconde. Le tétrarque était tombé aux genoux de proconsul. Chagrin, disait-il, de n'avoir pas connu plus tôt la faveur de sa présence. Autrement, il lui pardonnait sur les routes tout ce qu'il fallait pour les Vitellius. Il descendait de la déesse Vitellia. Une voie, menant du Janicule à la mer, portait encore leur nom. Les quaestures, les consulats étaient innombrables dans la famille, et quant à Lucius, maintenant son hôte, on devait le remercier comme vainqueur des Clites et des pères de ce jeune Aulus, qui semblait revenir dans son domaine, puisque l'Orient était la patrie des dieux. Ces hyperboles furent exprimées en latin, et Vitellius les accepta impassiblement. Il répondit que le grand Hérode suffisait à la gloire d'une nation. Les Athéniens lui avaient donné la surintendance des Jeux olympiques. Il avait bâti des temples en l'honneur d'Auguste. Était patient, ingénieux, terrible et fidèle toujours au César. Entre les colonnes à chapiteaux d'airain, on aperçut Hérodias qui s'avançait d'un air d'impératrice, au milieu de femmes et d'eunuques tenant sur des plateaux de vermeil des parfums allumés. Le proconsul fit 3 pas à sa rencontre, et l'ayant salué d'une inclinaison de tête. « Quel bonheur !» s'écria-t-elle, que désormais Agrippa, l'ennemi de Tibère, fut l'impossibilité de nuire. Il ignorait l'événement, elle lui parut dangereuse. Et comme Antipas jurait qu'il ferait tout pour l'empereur,
Vitellius ajouta, même au détriment des autres. Il avait tiré des otages du roi des Parthes et l'empereur n'y songeait plus. Car Antipas, présent à la conférence pour se faire valoir, en avait tout de suite expédié la nouvelle. De là, une haine profonde et les retards à fournir des secours. Le tétrarque balbutia, mais Aulus dit en riant, « Calme-toi, je te protège. Le proconsul feignit de n'avoir pas entendu la fortune du père, dépendait de la souillure du fils, et cette fleur, des fanges de Caprée, lui procurait des bénéfices tellement considérables qu'il l'entourait d'égards tout en se méfiant parce qu'elle était vénéreuse. Un tumulte s'éleva sous la porte. On introduisait une file de mules blanches montées par des personnages en costume de prêtres. C'étaient des Sadducéens et des pharisiens que la même ambition poussait à Macrousse, les premiers voulant obtenir la sacrificature et les autres la conserver. Leurs visages étaient sombres, ceux des pharisiens surtout, ennemis de Rome et du tétrarque. Les pans de leurs tuniques les embarrassaient dans la cohue, et leurs tiares chancelaient à leur front par-dessus des bandelettes de parchemin où des écritures étaient tracées. Presque en même temps, arrivèrent des soldats de l'avant-garde. Ils avaient mis leurs boucliers dans des sacs, par précaution, contre la poussière. Et derrière eux était Marcellus, lieutenant du proconsul, avec des publicains serrant sous leurs aisselles des tablettes de bois. Antipas nomma les principaux de son entourage. Ptolémée, Cantéra, Séon, Ammonius d'Alexandrie, qui lui achetait de l'asphalte, Naman, capitaine de ses Vélites, Yassim le Babylonien. Vitellius avait remarqué Manéi. « Celui-là, qu'est-ce donc ?» Le tétrarque fit comprendre d'un geste que c'était le bourreau. Puis il présenta les Sadducéens. Jonatas, un petit homme libre d'allure et parlant grec, supplia le maître de les honorer d'une visite à Jérusalem. Il s'y rendrait probablement. Éléazar, le nez crochu et la barbe longue, réclama pour les pharisiens le manteau du grand prêtre détenu dans la tour Antonia pour l'autorité civile. Ensuite, les Galiléens dénoncèrent Ponce Pilate, à l'occasion d'un fou qui cherchait les vases d'or de David dans une caverne près de Samarie. Il avait tué des habitants, et tous parlaient à la fois. Manéi, plus violemment que les autres, Vitellius affirma que les criminels seraient punis. Des vociférations éclatèrent en face d'un portique où les soldats avaient suspendu de leurs boucliers. Les housses étaient défaites, on voyait sur les embaux la figure de César. C'était pour les Juifs une idolâtrie. Antipas les harangua pendant que Vitellius, dans la colonnade, sur un siège élevé, s'étonnait de leur fureur. Tibère avait eu raison d'en exiler 400 en Sardaigne. Mais chez eux, ils étaient forts, et il commanda de retirer les boucliers. Alors, ils entourèrent le proconsul, en implorant des réparations d'injustice, des privilèges, des aumônes. L'événement était déchiré. On s'écrasait, et pour faire de la place, des esclaves avec des bâtons frappaient de droite à gauche. Les plus voisins de la porte descendirent sur le sentier. D'autres le montaient. Ils refluèrent. 2 courants se croisèrent dans cette masse d'hommes qui oscillait, comprimée par l'enceinte des murs. Vitellius demanda pourquoi tant de monde. Antipas en dit la cause. Le festin de son anniversaire, et il montra plusieurs de ces gens qui, penchés sur les créneaux, allaient d'immenses corbeilles de viande, de fruits, de légumes, des antilopes et des cigognes, de larges poissons couleur d'azur, des raisins, des pastèques, des grenades élevées en pyramide. Aulus n'y tint pas. Il se précipita vers les cuisines emporté par cette goinfrerie qui devait surprendre l'univers. En passant près d'un caveau, il aperçut des marmites pareilles à des cuirasses. Vitellius vint les regarder et exigea qu'on lui ouvrît les chambres souterraines de la forteresse. Elles étaient taillées dans le roc en haute voûte, avec des piliers de distance. La première contenait de vieilles armures, mais la seconde regorgeait de piques et qui allongeaient toutes leurs pointes, émergeant d'un bouquet de plumes.
Le troisième semblait tapissé en nattes de roseaux, tant les flèches minces étaient perpendiculairement les unes à côté des autres. Des lames de cimeterre couvraient les parois de la quatrième. Au milieu de la cinquième, des rangs de casques faisaient avec leurs crêtes comme un bataillon de serpents rouges. On ne voyait dans la sixième que des carquois, dans le septième que des cnémides, dans la huitième que des brassards, dans les suivantes les fourches, des grappins, des échelles, des cordages, jusqu'à des mâts pour les catapultes, jusqu'à des grelots pour le poitrail des dromadaires. Et comme la montagne allait en s'élargissant vers sa base et vidait à l'intérieur telle qu'une ruche d'abeilles, au-dessous de ces chambres, il y en avait des plus nombreuses et d'encore plus profondes. Vitellius, Finet, son interprète, et Siséna, le chef des publicains, les parcouraient à la lumière des flambeaux que portaient 3 eunuques. On distinguait dans l'ombre des choses hideuses inventées par les barbares. Casse-tête garnis de clous, javelots empoisonnant les blessures, tenailles qui ressemblaient à des mâchoires de crocodile. Enfin, le tétrarque procédait dans Machaerus des munitions de guerre pour 40 000 hommes. Il les avait rassemblés en prévision d'une alliance de ses ennemis, mais le proconsul pouvait croire ou dire que c'était pour combattre les Romains, et il cherchait des explications. Elle n'était pas lui. Beaucoup servaient à se défendre des brigands. D'ailleurs, il en fallait contre les Arabes. Ou bien, tout cela avait appartenu à son père. Et au lieu de marcher derrière le proconsul, il allait devant, à pas rapides. Puis, il se rangea le long du mur, qu'il masquait de sa toge, avec ses 2 coudes écartés. Mais le haut d'une porte dépassait sa tête. Vitellius le remarqua et voulut savoir ce qu'elle enfermait. Le Babylonien pouvait seul l'ouvrir. « Appelle le Babylonien !» On l'attendit. Son père était venu des bords de l'Euphrate s'offrir au grand Hérode avec 500 cavaliers pour défendre les frontières orientales. Après le partage du royaume, Hyacinthe était demeuré chez Philippe et maintenant servait Antipas. Il se présenta un arc sur l'épaule, un fouet à la main, des cordons multicolores serraient étroitement ses jambes torses, ses gros bras sortaient d'une tunique sans manches et un bonnet de fourrure ombrageait sa mine, dont la barbe était frisée en anneaux. D'abord, il eut l'air de ne pas comprendre l'interprète, mais Vitellius lança un coup d'œil à Antipas, qui répéta tout de suite son commandement. Alors, Hyacinthe appliqua ses 2 mains contre la porte. Elle glissa dans le mur. Un souffle d'air chaud s'exhala des ténèbres. Une allée descendait en tournant. Ils la prirent et arrivèrent au seuil d'une grotte, plus étendue que les autres souterrains. Une arcade s'ouvrait au fond sur le précipice, qui de ce côté-là défendait la citadelle. Un chèvrefeuille, se cramponnant à la voûte, laissait retomber ses fleurs en pleine lumière. À ras du sol, un filet d'eau murmurait. Des cheveux blancs étaient là, 100 peut-être, et qui mangeaient de l'orge sur une planche au niveau de leur bouche. Ils avaient tous la crinière peinte en bleu, les sabots dans des mitaines de sparterie, et les poils d'entre les oreilles bouffant sur le frontal, comme une perruque. Avec leur queue très longue, ils se battaient mollement les jarrets. Le proconsul en resta muet d'admiration. C'étaient de merveilleuses bêtes, souples comme des serpents, légères comme des oiseaux. Elles partaient avec la flèche du cavalier, renversaient les hommes en les mordant au ventre, se tiraient de l'embarras des rochers, sautaient par-dessus des abîmes et pendant tout un jour continuaient dans les plaines leur galop frénétique. Un mot les arrêtait. Dès que Hyacinthe entra, elles vinrent à lui comme des moutons qu'emparait le berger. Et avançant leur encolure, elles le regardaient inquiètes avec leurs yeux d'enfant. Par habitude, il lança du fond de sa gorge un cri rauque qui les mit en gaieté. Elles se cabraient, affamées d'espace, demandant à courir. Antipas, de peur que Vitellius ne les enlevât, les avait emprisonnés dans cet endroit, spécial pour les animaux, en cas de siège. « L'écurie est mauvaise, » dit le proconsul, « et tu risques de les perdre. Fais l'inventaire, Siséna. » Le publicain retira une tablette de sa ceinture, compta les chevaux et les inscrivit. Les agents des compagnies fiscales corrompaient les gouverneurs pour piller les provinces.
Celui-là flairait partout, avec sa mâchoire de fouine et ses paupières clignotantes. Enfin, on remonta dans la cour. Des rondelles de bronze au milieu des pavés, çà et là couvraient les citernes. Il en observa une, plus grande que les autres, et qui n'avait pas sous les talons leur sonorité. Il les frappa, toutes alternativement, puis hurla en piétinant. « Je l'ai, c'est ici le trésor d'Hérode !» La recherche de ces trésors était une folie des Romains. Il n'existait pas, jura le tétrarque. Cependant, qu'avait-il là-dessous? Rien. Un homme, un prisonnier. Montre-le, dit Vitellius. Le tétrarque n'obéit pas. Les Juifs auraient connu son secret, sa répugnance à ouvrir la rondelle, impatienté Vitellius. Enfoncez-la, cria-t-il au licteur. Maléi avait deviné ce qui les occupait. Il crut en voyant une hache qu'on allait décapiter Iochanan. Et il arrêta le licteur au premier coup sur la plaque, insinua entre elle et les pavés une manière de crochet. Puis, roidissant ses longs bras maigres, le souleva doucement. Elle s'abattit. Tous admirèrent la force de ce vieillard. Sous le couvercle doublé de bois s'étendit une trappe de même dimension. D'un coup de poing, elle se replia en 2 panneaux. On vit alors un trou, une fosse énorme que contournait un escalier sans rampe. Et ceux qui se penchèrent sur le bord aperçurent au fond quelque chose de vague et d'effrayant. Un être humain était couché par terre sous les longs chevaux, se confondant avec les poils de bête qui garnissaient son dos. Il se leva, son front touché à une grille horizontalement scellée, et de temps à autre, il disparaissait dans les profondeurs de son maître. Le soleil faisait briller la pointe des tiares, le pommeau des glaives, chauffait à outrance les dalles, et des colombes s'envolant des frises tournoyaient au-dessus de la cour. C'était l'heure où Manéi, ordinairement, leur jetait du grain. Il se tenait accroupi devant le tétrarque qui était debout près de Vitellius. Les Galiléens, les prêtres, les soldats formaient un cercle par derrière. Tous se taisaient dans l'angoisse de ce qui allait arriver. Ce fut d'abord un grand soupir, poussé d'une voix caverneuse. Hérodias l'entendit à l'autre bout du palais. Vaincue par une fascination, elle traversa la foule. Et elle écoutait, une main sur l'épaule de Manéi, le corps incliné. La voix s'éleva. « Malheur à vous, pharisiens et sadducéens, race de vipères, outres gonflées, cymbales retentissantes. » On avait reconnu Iochanan, son nom circulait, d'autres accoururent. Malheur à toi, au peuple, et aux traîtres de Juda, aux ivrognes d'Éphraim, à ceux qui habitent la vallée grasse et que les vapeurs du vin font chanceler. Qui se dissipe comme l'eau qui s'écoule, comme la limace qui se fond en marchant, comme l'avorton d'une femme qui ne voit pas le soleil? Il faudra, Moab, te réfugier dans les cyprès, comme les paresseux, dans les cavernes comme les gerboises. Les portes des forteresses seront plus vite brisées que des écailles de noix. Les murs crouleront, les villes brûleront, et le fléau de l'Éternel ne s'arrêtera pas. Il retournera vos membres dans votre sang, comme de la laine dans la cuve d'un teinturier. Il vous déchirera comme une herse neuve. Il répandra sur les montagnes tous les morceaux de votre chair. De quel conquérant parlait-il? Était-ce de Vitellius? Les Romains seuls pouvaient produire cette extermination. Des plaintes s'échappaient. Assez qu'ils finissent. Il continua plus haut. Auprès du cadavre de leur mère, les petits-enfants se traîneront sur les cendres. On ira la nuit chercher son pain à travers les décombres, au hasard des épées. Les chacals s'arracheront des ossements sur les places publiques où le soir les vieillards causaient. Tes vierges, en avalant leurs pleurs, joueront de la cithare dans les festins de l'étranger. Et tes fils, les plus braves, baisseront leurs échines comme écorchés par des fardeaux trop lourds. Le peuple revoyait les jours de son exil, toutes les catastrophes de son histoire. C'étaient les paroles des anciens prophètes. Iochanan les envoyait comme de grands coups, l'une après l'autre. Et c'est ainsi que s'achève ma lecture de ce soir. J'espère que vous avez apprécié ce moment et je vous retrouve tout de suite pour la suite d'Hérodias de Gustave Flaubert.
Je vous souhaite une excellente nuit. À tout de suite sur D8.